Une fois n'est pas coutume, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, je vous invite à revoir la critique du premier opus par Matt, car nous allons reprendre là où il s'était arrêté. Cette vidéo est sponsorisée par la flemme, tellement flemmard que la police de ce titre est en comics sans MS. Sûrement confiant concernant le succès qu'aurait le premier film, c'est même pas 3 jours après la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers que la production de la suite démarre. Une chose qui aurait tendance à inquiéter les plus sceptiques, l'équipe ne pouvant pas prendre en compte les différentes critiques du premier. C'est vrai qu'on était une formidable époque où internet n'influençait pas autant Hollywood. Chris Columbus revient donc pour ce deuxième film, bien qu'il était apparemment pas le premier choix pour cette suite. Le réalisateur de Dark Crystal, Frank Oz, aurait été pressenti pour la réaliser. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça cache quelque chose. Chris, tu veux bien revenir? Hein? Non, on n'a pas voulu te remplacer, qu'est-ce que tu crois? Le casting du premier film fait son retour également. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, etc. Vous les connaissez tous, je ne vais pas faire l'affront de vous les citer intégralement. Et puis je vous l'ai dit, j'ai la flemme. Bon, je pourrais quand même contempler Emma Watson. Ah, la belle Emma Watson, tellement belle, tellement sensuelle. Je sais pas pourquoi, mais là je me sens très seul. Mais il y a quand même des petits nouveaux pour cette suite. On peut noter la présence de Kenneth Branagh, acteur shakespearien qui s'est fait connaître notamment avec Henri V, Dead Again et Hamlet. Néanmoins, l'acteur avait besoin de se réconcilier avec le public après sa prestation désastreuse dans Wild Wild West. Mais également Jason Isaacs, qui s'est fait connaître avec les films de Paul W.S. Anderson, mais également Armageddon. Ouais. Bon, je pense que vous avez tous vu le film, donc je vais pas me priver pour spoiler le long métrage. De quoi il parle donc ? La deuxième année d'Harry Potter à Poudlard ne s'annonce pas sous les bons auspices. D'étranges événements se produisent. En même temps, une année où il ne se passe rien à Poudlard, ce serait un peu chiant. L'école est sans dessus-dessous à cause de nombreuses agressions, les victimes étant constamment retrouvées pétrifiées. Et pour ne rien arranger, on apprend que la fameuse chambre des secrets a été ouverte. La question est la suivante. Qui l'a ouverte et qui est responsable des agressions? C'est un travail pour Super Potter. Oui, bon, je sais, mais j'ai pas envie de me faire choper pour droit d'auteur, hein. Donc, je pense que ce serait mieux d'aborder la question de l'adaptation avant de passer au film pour ce qu'il est en lui-même. Vous commencez à me connaître. Vous savez que je suis un partisan des adaptations qui prennent un minimum de risques. Et pas juste des retranscriptions page par page qui n'auraient pas grand intérêt pour ceux qui ont déjà lu le livre. Oui, parce que l'effet de surprise, c'est pour les tapettes. Donc, vous vous doutez bien que concernant Harry Potter, les 2 premiers films en tout cas, la sécurité a été privilégiée afin de ne pas froisser les fans du bouquin. Chose que je peux comprendre d'un côté pour le début d'une saga. Il faut d'abord jouer sur un terrain déjà acquis par une grande partie avant de réellement commencer à prendre d'autres marques. On peut reprocher aux 2 premiers de faire plus du page par page qu'une réelle adaptation. Mais c'est dur de leur en vouloir pour un choix pareil après l'attente qu'a suscité la saga au cinéma. Et donc c'est également pour ça que je comprends les décisions prises pour Star Wars 7. Un peu de sérénité pour une saga qui a beaucoup souffert, ça fait pas de mal. Si vous lisez La Chambre des Secrets après avoir visionné le film, vous aurez sans aucun doute automatiquement les images du film dans la tête, en lisant chaque péripétie du roman tellement la fidélité du support d'origine bat très facilement celle d'un chien. C'est pour ça que je vais dire ça avant de commencer. Tout ce que je vais dire concernant l'histoire du film équivaudra également pour le livre, que ce soit bon ou mauvais. Car pour ceux qui ne l'ont pas compris, l'argument du « oui, mais c'était dans le bouquin » n'excuse en rien les défauts que je pourrais citer. C'est là que l'on fait la différence entre une adaptation qui corrige les erreurs du bouquin et une retranscription qui décalque tout, même les défauts du livre. Et oui, je l'ai dit, les livres de la saga ont des failles. Ah, vous enculé, tu te pisses sur notre enfance! Et là on peut commencer à se poser la question suivante. La Chambre des Secrets fait-il partie des meilleurs livres de la licence, ou alors est-ce l'un des plus anecdotiques? Oui, parce que je n'emploierai jamais le terme mauvais pour désigner un livre Harry Potter, les moins bons étant au pire peu marquants. Et encore seulement si on essaie de définir sa place parmi les autres de la saga. Et je trouve vraiment que La Chambre des Secrets est un livre qui a du mal à sortir du lot. Et forcément, l'adaptation en subit les conséquences. On sent que ce deuxième volet a du mal à s'émanciper du premier au niveau de sa construction narrative. Le film démarre à Private Drive et se termine sur le banquet à Poudlard, comme son prédécesseur. Et entre-temps, on a droit au passage obligé, comme le match de Quidditch ou le tour dans la forêt interdite. Le tout à peu près au même moment que le premier film. Coïncidence rigolote, mais tu n'en es peut-être pas Coïncidence. Le problème, c'est que Chris Columbus répète le format du film précédent, et s'enferme donc dans ses acquis en réabordant ses thématiques en changeant que très peu d'éléments. Comme si cette suite était un deuxième acte d'un diptyque regroupant le 1 et le 2.
Le film est prisonnier de son format, s'autocitant régulièrement pour ne pas froisser la mise en place réussie du premier, ce qui l'empêche de vraiment tâter la grosse prise de risque. Contrairement au 3 où on sera sur de la vraie pure réappropriation de la franchise. L'intrigue principale est-elle relativement intéressante, mais un chouïa en dessous du premier, et ce pour une raison toute bête, les révélations. On a un jeu de piste tout aussi intéressant que le film précédent, voire plus. Des élèves sont retrouvés pétrifiés dans les couloirs de l'école et quelqu'un a ouvert la chambre des secrets. Mais qui ? Et là le twist fera l'effet d'un gros pétard mouillé. On apprend que c'est le Voldemort du passé qui a manipulé Ginny à l'aide d'un journal qu'a placé le père de Drago Malfoy. Bon alors, je sais pas si vous êtes nombreux dans mon cas, mais on est tous d'accord. On s'en branle. Est-ce que j'étais le seul à être du genre encéphalogramme plat après cette révélation ? Dans le premier, le twist fonctionnait à mort quand on était gosse. Tous les soupçons étaient portés sur Rogue. Et au final, on apprend que celui qui était derrière tout ça, c'était celui que l'on soupçonnait le moins, à savoir le professeur Quirrell. Ça n'a rien de révolutionnaire, c'est même très classique comme technique. Mais ça avait le mérite de provoquer quelque chose. Je me rappelle que j'étais particulièrement surpris lors de cette révélation, car je pensais comme les personnages que c'était Rogue. Tandis que dans la suite, le fait d'apprendre que c'est le Voldemort du passé qui a manipulé Ginny pour ouvrir la chambre des secrets, ça provoque que dalle. On a perdu quelque chose par rapport au film précédent, l'élément de surprise qui va nous donner envie de revoir le film pour assembler toutes les pièces du puzzle, maintenant que l'on connaît la fin. Là, au lieu d'être estomaqué par la fin, c'est plus un sentiment de je m'en foutiste que l'on va avoir. Et c'est dommage car on sent que l'univers est en train de prendre de la maturité au niveau de son intrigue malgré tout. On a un parallèle intéressant sur le racisme, les élèves attaqués étant d'origine moldue, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas de pouvoir. Une forme de discrimination va donc commencer à émerger par l'intermédiaire de Drago. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Vous pouvez remplacer ça par de la discrimination raciale par exemple. Le fait de parler de sang impur faisant écho à une forme de racisme qui était assez forte à une époque. Ça permet d'apporter un peu plus de fragilité au personnage d'Hermione. Donc oui, l'univers grandit en même temps que ses héros, en étant plus sombre et mature. Et la preuve également avec les créatures que l'on rencontre dans ce deuxième film. Autant dans le premier, le troll c'était plus un élément comique qu'autre chose, mais dans la suite on a Aragog et son armée d'araignées géantes. Une séquence qui pourrait faire flipper n'importe quel arachnophobe. N'est-ce pas Laurent ? Mais aussi le responsable de la pétrification des élèves, le basilic. Un serpent géant capable de tuer quelqu'un d'un simple regard, un peu à la manière de Médusa dans la mythologie grecque. La similarité n'étant évidemment pas une coïncidence. Sauf que les élèves ne se font jamais tuer, ils se font juste pétrifier. Pourquoi ? C'est parce que même si l'univers s'assombrit, on est toujours dans un livre pour enfants. Et ça pose un petit problème. Montrer des morts dès le deuxième volet, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il ne faut pas choquer trop vite les enfants. Pour contourner ce problème, la pétrification est donc trouvée en faisant en sorte que les victimes n'aient en fait pas réellement regardé le basilic dans les yeux. Seulement, rassurez-moi, est-ce que je suis le seul à trouver ça un peu téléphoné ? Récapitulons par victime. Colin a donc vu le basilic à travers son appareil photo. Ça passe. Le chat de Ruzard l'a vu car il y avait de l'eau par terre et donc il n'a vu que son reflet. Ok. Et Justin l'a vu à travers le corps de Nick quasi sans tête. Ok, là ça commence à faire beaucoup, t'as limite envie de crier. Oh ça tombe bien alors. Je veux bien qu'on ne choque pas les gosses, mais un mort quoi, je pense pas que c'était vraiment la mer à boire. Car là, même dans un univers tel qu'Harry Potter, je peux pas m'empêcher de penser que c'est tiré par les cheveux, le cas d'Hermione étant à part puisqu'elle savait comment fonctionnait le basilic. Mais si ce détail passe encore dans le film, il y a un truc qui fera mal à notre suspension d'incrédulité, le Deus Ex Machina. À la fin du film, le phénix de Dumbledore arrive pour apporter le Choixpeau magique qui contient une épée qui peut tuer le basilic. Oh ça tombe bien alors. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est un Deus Ex Machina, c'est littéralement le phénix dans Harry Potter 2, une apparition divine, à savoir Fumsec, qui permet de régler une situation désespérée, là en apportant l'épée dans le Choixpeau magique. C'est un Deus Ex Machina. Et pour nous achever de plus belle, Harry est sur le point de mourir empoisonné parce qu'il s'est fait mordre par le basilic, mais pour son plus grand bonheur, les larmes du phénix peuvent guérir les gens. Oh ça tombe. Non mais il faut vraiment que t'arrêtes avec cet extrait là. Ouais, t'as pas tort, je risque d'énerver les fans et je vais me retrouver dans un métacritique. Tant qu'on est sur le basilic, on va en profiter pour aborder les effets visuels du long métrage. Le serpent géant est vraiment bien modélisé, et bien que certains plans ne soient pas irréprochables, c'est assez hallucinant de se dire que ce long métrage n'a pas pris une ride alors qu'il est sorti il y a 15 ans. Et ça, c'est grâce à l'intelligence de l'équipe technique de faire appel à des animatroniques pour les plans rapprochés, afin de faire passer plus la pilule.
C'est parce que le tout fonctionne sur un vrai bon équilibre que le rendu fait encore illusion à l'heure actuelle. On peut en dire autant pour les araignées géantes, et notamment Aragog. Si on pouvait rester insensible devant Arakatak, c'est un peu plus compliqué avec celui-ci. Notamment parce que le réalisme des effets spéciaux est bien plus efficace. Il faut dire que là, on a un budget plus conséquent. Mais soyons honnêtes, au niveau de la 3D, le plus bluffant, c'est sans doute Dobby. On n'atteint certes pas le niveau de perfection que pouvait atteindre Gollum dans les 2 tours, mais au fond c'est du chipotage car ce petit elfe de maison est... vivant à mes yeux. Je ne me pose jamais la question de son existence physique ou non. Il est dans la pièce en train de parler à Harry, et ça je ne le remets jamais en question, bien que je sois parfaitement conscient que Dobby n'est pas réel. Un peu comme avec le film qui veut la peau de Roger Rabbit. On est parfaitement conscient que les toons n'existent pas, mais on accepte le contrat grâce au travail colossal de l'équipe technique. Mais je m'égare, car si certains effets numériques sont certes bluffants, d'autres passent un peu moins. La scène avec la voiture volante en CGI ne passe plus vraiment à l'heure actuelle, et c'est pareil pour le match de Quidditch qui comporte quelques fonds verts trop apparents. Et pourtant, ça passe grâce à une mise en scène plus dynamique et un peu moins statique que dans le film précédent. On peut être interpellé par les fonds verts un peu ratés, mais on oublie presque immédiatement cela en voyant le rythme plus nerveux du match, qui se marie très bien avec une caméra qui se balade à sa guise pour nous offrir des plans plus ambitieux. C'est parce qu'en même temps que la saga évolue, la mise en scène également. Et ce dans un schéma logique en fin de compte. Le premier film avait une réalisation plutôt académique, chose que peuvent reprocher les obsédés de mise en scène, mais qui en fait est cohérent avec la progression qui doit s'opérer au sein d'une saga. C'est comme reprocher que l'école des sorciers est trop enfantin, sans penser une seconde à l'intention première de la saga, à savoir grandir en même temps que son public. Au niveau de la mise en scène, c'est donc le cheminement logique. Partir d'entre guillemets la base, pour ensuite déployer ses ailes. Et c'est ce que fait la suite. Doucement, mais sûrement. On a une plus grande diversité au niveau des plans, ce qui ne donne jamais l'impression d'une redondance d'échelle de cadrage. Du caviar pour n'importe quel monteur qui peut profiter du grand nombre d'angles utilisés pour s'exprimer pleinement. Petit à petit, la caméra se décoince pour nous offrir des plans plus travaillés, qui nous permettent de profiter du fantastique travail de l'équipe chargée des décors, avec quelques bonnes idées de mise en scène, comme l'utilisation du cadre débulé pour exprimer le malaise chez les personnages. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cadre débulé, ça, c'est un cadre bulé, et ça, c'est un cadre débulé. Voilà. La mise en scène grandit en même temps que ses personnages. Et là où le film fait fort, c'est avec le traitement d'Harry Potter. Car étant donné que l'on ne peut pas réellement s'inquiéter du sort concernant sa vie, l'intelligence au niveau de l'écriture, c'est de remettre en question son personnage principal. On croyait tous qu'Harry serait un héros lisse, sans faille, comme il a été présenté dans le premier film. Mais avec cette suite, on se rend compte que ce personnage est bien plus complexe et ambigu qu'il n'y paraît. Le fait qu'il peut parler fourche-langue, et le choix pot magique qui lui avoue qu'il aurait dû aller à Serpentard. Est-ce qu'Harry Potter est donc condamné à un destin moins héroïque par rapport à ce qu'on avait prévu? Il y a de quoi se poser de vraies questions existentielles sur l'identité de notre personnage principal. Mais le film ne fait qu'effleurer ce point. On n'a aucun passage dans le film où Harry est en proie au doute sur ce qu'il est réellement. On doit se contenter d'une petite scène dans la version longue. Une scène où Harry est assis sur la colline pour faire plus dramatique, et il se contente de dire à sa chouette « Mais qui suis-je, Edwige ?» Et c'est tout! Waouh, ça c'est de la grande remise en cause, dis donc, hein. Tu le sens le potentiel raté? Il faudra attendre les suites. Heureusement, le film se rattrape à la fin en nous faisant comprendre que l'on n'est pas défini par son passé ou ses origines, mais par ses choix. Le choix pot magique a alors un double sens, car ce n'est pas lui qui décide au fond, mais celui qui le porte essentiellement. Peu importe les aptitudes d'Harry, bonnes ou maléfiques, il veut les mettre au service du bien et non du mal. C'est ce qui le différencie de Voldemort, malgré le fait qu'il se ressemble plus qu'il ne le voudrait. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Non, monsieur. Il n'y a rien. Mais heureusement, il peut toujours compter sur le soutien de ses amis, à savoir Ron et Hermione. Ron endosse encore une fois le rôle du comic relief avec son caractère de trouillard. Le scénario n'hésite pas à le ridiculiser à plusieurs reprises, ce qui nous permet de profiter de cette séquence hilarante où il crache des limaces à cause d'un sort raté. Concernant le personnage d'Hermione, elle est fidèle à elle-même, toujours utile pour son côté studieuse. Mais cette fois, elle s'efface de l'intrigue pour laisser nos deux amis se débrouiller sans elle, alors qu'elle avait tout compris avant tout le monde. Oui, même avant les profs. Paye ta crédibilité. Par contre, le jeu d'acteur des enfants, même s'il y a eu du progrès, il n'est pas encore au niveau. La palme revenant à Rupert Grint avec ses mimiques forcées et exagérées qui reviennent sans cesse. Je trouvais son jeu plus juste dans le premier, pour vous dire. On sent que les gosses ont encore des progrès à faire, et il faudra attendre le prisonnier d'Azkaban pour qu'ils atteignent un niveau satisfaisant. Donc, un peu de patience. Le reste de l'équipe du premier film est fidèle à elle-même. Que ce soit Feu Alan Rickman, charismatique en Rogue, Feu Richard Harris, merveilleux en Dumbledore, et bien évidemment Robbie Coltrane, toujours aussi attachant dans le rôle d'Hagrid.
Ce qui est hallucinant avec le personnel de Poudlard, c'est qu'ils ont beau être en retrait au sein de l'intrigue, les acteurs ont une telle présence à l'écran et habitent tellement leurs personnages qu'ils existent malgré tout. C'est ce qui participe à la magie de Poudlard. Même les seconds rôles crèvent l'écran. Et même si on a peu vu le père de Drago, Jason Isaacs est suffisamment talentueux pour rendre son personnage intriguant, ce qui n'augure que du bon pour les suites. Mais là vous êtes sûrement en train de vous dire, bah attends, il est en train d'oublier quelqu'un, mais genre quelqu'un de très important au sein du film. Et effectivement, comment ne pas parler, ladies and gentlemen, du professeur Gilderoy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal, brillamment interprété par Kenneth Branagh. L'acteur ne donne jamais l'impression d'en faire trop. Je trouve qu'il arrive à garder une certaine classe, malgré l'imposteur prétentieux qu'il incarne. C'est à double tranchant lorsqu'on interprète un personnage qui irrite les autres personnages du long métrage. Il se peut que le spectateur soit agacé par chacune de ses apparitions, comme avec Jar Jar Binks par exemple. Au final, Kenneth Branagh arrive à rendre son personnage fun à suivre. Un loser, mine de rien, attachant, parce que, comme diraient certains, il est pas méchant. Il est juste con. Mais j'ai personnellement un petit coup de cœur pour la mère de Ron. Une grosse bipolaire en puissance capable de passer de colérique hystérique à douceur candide en un claquement de doigts. J'adore cette femme, une vraie psychopathe comme je les aime. Tu as conscience que tu es vraiment bizarre là? Et tout ceci ne serait pas complet sans parler de l'extraordinaire bande sonore de John Williams. C'est toujours un grand plaisir de déjà réentendre le thème principal qui est entré naturellement dans l'inconscient collectif, mais n'oublions pas l'incroyable boulot du compositeur pour toutes les autres partitions du long métrage, dont certains vous donneront envie de citer les répliques du film. C'est incroyable! On dirait de la magie! Pourquoi des araignées? Pourquoi c'était pas plutôt suivre des papillons? Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi, Gilderoy Lockhart. En conclusion, alors oui, je sais, je n'ai pas parlé de tout, Harry Potter et la Chambre des Secrets est une semi-réussite. Et voilà, je le savais. Loin de moi l'idée de remettre l'appréciation du long métrage en question, et encore moins son succès. Après tout, pour un budget de 100 millions de dollars, il en a rapporté plus de 870 millions à travers le monde, ce qui en fait un succès évident. Mais que cela ne nous empêche pas d'avoir quelques réserves. Peinant à s'émanciper du premier film, et souffrant de quelques faiblesses scénaristiques, cette suite reste quand même d'un très haut niveau. Ce n'est certes pas le plus marquant de la saga, mais il marque une forme de transition, que le troisième volet ne fera que confirmer. Volet qui, sans aucune originalité de ma part, est mon préféré de la saga. J'avais le même âge qu'Harry dans le premier film lorsque ce dernier est sorti, et je me sentais plus proche des personnages, car je grandissais en même temps qu'eux. Une sorte de proximité qui fait qu'on est beaucoup plus attaché à cette saga qu'on ne le croit. On est beaucoup à avoir accroché à l'univers, et on peut y trouver plein de raisons techniques. Mais le principal pour comprendre un tel succès, c'est de regarder au plus profond de son cœur. Bon, bah voilà, c'était la dernière de 2002. Je vous dis bye bye, allez au cinéma. Et à la prochaine. Tu as déjà su aborder le changement sur l'état critique. Je te fais confiance pour la suite. Je n'avais pas prévu d'être objectif dans mes critiques. Je savais que c'était impossible de l'être. Tout ce que je voulais, c'était essayer. Mais certains y ont vu une forme de prétention. Je n'ai jamais voulu imposer quoi que ce soit.
Je voulais juste faire au mieux. Je renonce à la neutralité, à l'immortalité, mais je suis en paix avec moi-même. Ce costume, il était peut-être trop grand pour moi. Je ne sais pas. J'ai accepté ce rôle un moment. Mais il est temps d'arrêter de rêver. En tout cas, une page s'est tournée. Je ne sais pas comment l'avenir sera fait. Mais une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais pareil. J'espère qu'ils comprendront ma décision. Après tout, je resterai le même. Avec ou sans costume de super objectif. Qui je suis Anto d'État Critique.